On y va? Ok, alors bonjour à tous, bienvenue à cette dernière breakout session de la journée sur la track AIML. Donc du coup, vous avez vu ce matin, vous avez pu assister à plusieurs sessions, notamment une session d'introduction à l'intelligence artificielle machine learning sur Amazon, une session dans l'après-midi sur l'intelligence artificielle at the edge, et précédemment une session de Julien Simon sur comment justement mettre en place des solutions à base de SageMaker sur AWS. Donc aujourd'hui, durant cette breakout session, je vais présenter en fait plusieurs thématiques autour du Data Lake et des différents services cognitifs fournis par la plateforme AWS. Et je vais vous faire une démonstration de comment en fait, ces services peuvent être interopérés entre eux et comment on peut extraire rapidement de l'information de son Data Lake grâce aux services fournis par la plateforme AWS. Donc moi, je m'appelle Marc Cabossel et je suis Startup Solutions Architect chez AWS. Et mon rôle consiste en fait à comprendre les besoins business des startups au jour le jour pour ensuite traduire en fait ces besoins en solutions techniques sur la plateforme AWS. Aujourd'hui, je serai accompagné de Nicolas Cunin, qui est le CTO de la société FinAvenue, qui vous fera part en fait d'un retour d'expérience sur la plateforme AWS. Alors, je voulais contextualiser l'approche Data Lake d'un point de vue business en présentant une étude. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu dans la session créée de son Data Lake sur AWS. Donc cette étude, en fait, elle explique en fait comment les sociétés qui s'appuient sur leurs données pour extraire de la valeur sont leaders sur leur marché. Et ça, c'est grâce à l'implémentation de Data Lake qui leur permettent en fait d'avoir des croissances derrière de chiffres d'affaires supérieurs à 9%. Donc ça, c'est une moyenne comparée aux autres sociétés sur leur marché. Alors pourquoi cette croissance? Parce que derrière, ils peuvent prendre des décisions en se basant sur des informations qui sont fiables, des données qui sont vérifiées, et non pas sur des suppositions. Donc de la même façon, chez Amazon, on est une société qui est très data-driven et toutes les décisions qu'on va prendre, on va les baser exclusivement sur de la donnée. Donc, ce qui nous permet aussi d'être où on est aujourd'hui. Alors, pardon. Donc, pour mettre en place ce type de décision, il faut d'abord commencer par créer une plateforme sur laquelle on va pouvoir centraliser ces données et extraire de l'information de ces données. Donc, historiquement, en fait, les entreprises pouvaient extraire de leur base de données métiers des informations de leurs ERP, de leur CRM, les charger dans un entrepôt de données, donc c'est un data warehouse, sur lequel on pouvait plugger des solutions de business intelligence. La problématique, c'est que ces données étaient uniquement relationnelles, donc c'était de la donnée structurée. Il fallait définir les schémas donc de cette donnée avant de l'importer dans le data warehouse. Et en termes de scale, on est limité sur du terabyte ou petabyte. Le use case principal était plutôt orienté en fait sur un reporting opérationnel de ce qui se passait au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était la première approche d'analytics en fait au sein des entreprises. Et derrière, avec les sources de données qui étaient de plus en plus diversifiées, donc des données qui pouvaient provenir des téléphones mobiles, des applications mobiles, des sites web, des réseaux sociaux, on avait un tas de données qui étaient de plus en plus non structurées et qui ne convenaient plus à cette approche data warehouse classique. Donc, il y a une approche qui a vu le jour, qui est l'approche Data Lake, où l'idée, en fait, c'est de centraliser toutes ces données sur un data lake et d'utiliser après des fonctionnalités comme le data catalog qui va permettre de classer toutes ces données dans un catalogue pour après directement pouvoir aller les rechercher sur le data lake. Alors d'un point de vue données, on n'est plus uniquement sur de la donnée relationnelle, mais on est également sur de la donnée non relationnelle, donc qui est non structurée. Et on n'a plus besoin de définir les schémas au moment où on va charger la donnée, mais au moment en fait, où on va faire la requête d'analyse. Et en termes de scale, on n'est plus du tout sur du pétabyte, mais on peut être sur de l'exabyte potentiellement. Et après, on va avoir la possibilité en fait, de positionner des solutions pour processer cette donnée de façon interactive, en real time, ce qui n'était pas forcément possible avec l'approche classique Data Warehouse. Alors, comment mettre en place ce type de solution de Data Lake sur AWS? Les services qui sont proposés, notamment S3, qui est le core services de l'approche Data Lake. Donc, c'est une solution de stockage objet sur AWS qui permet de stocker des millions d'objets. Avec S3, typiquement, on a la possibilité d'avoir
11,9 de durabilité avec 4,9 de disponibilité, ce qui veut dire que si vous stockez potentiellement 1 million d'objets sur S3, vous avez la malchance, je dirais, de perdre un objet au bout de 10 000 ans. Donc, en utilisant cette approche Data Lake avec S3, on a également un service qui s'appelle Glue. Glue qui permet de fournir un data catalogue. Donc, Glue va, avec un système de crawler, en fait, crawler toute la donnée qui est stockée sur S3 et remplir son data catalogue pour après savoir quel type de données on a sur le data catalogue. On va avoir des services donc, qui vont permettre d'importer la donnée sur le data lake. Donc, on a des services comme Snowball, Snowmobile qui permettent d'importer de la donnée en mode batch. Et on a des services aussi qui permettent d'importer de la donnée en mode real-time. Donc, les services comme Kinesis, qui sont des bus dans lesquels on peut écrire la donnée et qui peuvent importer la donnée en real-time sur la plateforme AWS. Si on a des problématiques d'objets connectés, on peut également utiliser la solution AWS IoT qui permet directement de connecter ces objets connectés à la plateforme AWS et notamment S3. Ensuite, on va conserver l'aspect analytics sur ce data lake et on a aussi la possibilité donc, de faire du machine learning, donc d'extraire de l'information à base de services de machine learning de ce data lake. Donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement en fait, sur les services API fournis par la plateforme AWS pour extraire de l'information de ce data lake. Alors pour ceux qui ont assisté à la présentation d'introduction de l'AIML ce matin sur AWS, donc vous avez peut-être déjà vu ce slide qui décrit la stack d'intelligence artificielle de machine learning sur AWS. Donc on va avoir trois layers dans cette stack, avec la première layer en fait, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle une Deep Learning AMI, donc ce qui est un template de machine virtuelle qui va inclure tous les frameworks qui sont le plus répandus en machine learning aujourd'hui sur le marché, donc TensorFlow, MXNet, PyTorch, Keras, et notamment aussi les drivers, ce qui peut être utile quand on utilise du GPU sur AWS, les drivers NVIDIA qui sont mis à jour sur l'AMI Deep Learning. Après, donc, vous l'avez vu dans la session précédente, on a la possibilité aussi d'avoir une plateforme qui va permettre d'entraîner des algorithmes de machine learning et de les déployer directement en production avec SageMaker et des solutions comme DeepLens qui ont la possibilité, en fait, DeepLens, donc c'est une caméra qui permet de directement onboarder des algorithmes de machine learning et on peut faire l'inference en mode déconnecté directement sur la caméra. Alors aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur les services API. Donc on va avoir des services disponibles sur étagère qu'on peut appeler en API et ces services en fait sont classés par différentes catégories. On va avoir des catégories de Computer Vision Services, donc tous les services orientés autour de l'image et de la vidéo. On va avoir des services orientés autour du langage et on va avoir des services orientés autour du chatbot. Alors notre vision chez AWS, c'est de justement rendre accessibles toutes ces technologies de machine learning à tout le monde et notamment à tous les développeurs qui n'ont pas forcément de background spécifique en machine learning. Et grâce en fait, à ces services API, ils ont la possibilité de rajouter directement dans leurs applications des fonctionnalités de machine learning. Alors là, je voulais vous faire une démo en fait. Donc j'ai repris un projet qui a été fait par notre évangéliste Randall Hunt, qui a créé un bot Twitter et on va envoyer en fait une photo avec différents visages sur ce bot Twitter et derrière on va générer via le service Amazon Recognition le positionnement de tous les visages sur cette photo et on va rajouter un masque sur chacun de ces visages et on va republier sur le compte Twitter. Donc je vais vous montrer en live. Ça, c'est mon autre démo. Donc là, je suis sur le compte. On a créé un compte Twitter NinjaFR AWS. Et là, en fait, donc, je vais envoyer un message au Twitter NinjaFR AWS et je vais lui envoyer avec le mot-clé NinjaFi. Et je vais copier en fait une photo. Donc là, c'est une image en fait d'une partie de l'équipe AWS. Et le service, en fait, le bot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter le positionnement de tous les visages et il va rajouter derrière un masque sur tous ces visages. Donc là, j'espère que j'ai bien Internet. Oh, c'était rapide. Donc là, normalement, ça prend entre 10 et 15 secondes comme traitement. Donc là, j'ai une réponse avec un tweet.
Donc là, en fait, on voit le résultat où derrière, on a positionné un masque qui a été resizé en fonction de la taille des différents visages sur toutes les personnes de la photo. Donc ça, c'est un exemple en fait de solution qui permet d'intégrer de l'intelligence artificielle ou du machine learning plus précisément dans des applications de développeurs tous les jours. Donc c'est ce que je voulais vraiment vous faire passer comme message ici, c'est que on peut rajouter dans son application directement des fonctionnalités qui permettent de fournir une meilleure expérience utilisateur justement aux utilisateurs de la plateforme. Alors, donc d'un point de vue technique, comment ça fonctionne? On a en fait une instance EC2 qui va crawler le contenu en fait du compte Twitter, et derrière on va écrire le contenu dans un bus Kinesis, et grâce à une fonction lambda donc, qui permet d'exécuter du code directement sur AWS, on va aller taper le service Recognition, donc qui va nous envoyer comme réponse en fait, un fichier JSON avec les différents positionnements des visages des différentes personnes. Et ensuite, la lambda va processer la photo en rajoutant un masque et en positionnant ce masque sur l'image, et ensuite on va la republier directement sur le compte d'actualité Twitter. Maintenant, je vais parler un peu plus en détail des services orientés Computer Vision sur la plateforme AWS en termes d'API. Donc, on a Recognition Image et Recognition Video. Et je vais parler d'un client. Donc là, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les tracks précédentes. Mais Sky News, qui est un broadcaster au Royaume-Uni, a diffusé le 19 mai dernier le mariage du prince Harry avec Meghan. Et ils ont voulu en fait ajouter de la valeur à cette diffusion en offrant la possibilité aux viewers en fait, qui utilisaient l'application web de Sky News d'avoir en temps réel les célébrités qui étaient présentes pendant le mariage. Donc ils ont utilisé la solution AWS Recognition avec la détection de célébrités pour noter que des personnes comme Victoria Beckham, David Beckham étaient présentes pendant le mariage. Donc là, c'est encore une fois un exemple de comment ajouter du machine learning directement dans son application sans avoir à entraîner quelconque modèle que ce soit en fait. Donc pour parler un peu plus en détail du service Amazon Recognition Image, on est sur des technologies de deep learning qui sont entraînées et déployées par AWS. Et derrière, on va avoir un set de features disponibles, avec notamment la possibilité de détecter des objets dans une photo, donc savoir s'il y a une table, s'il y a une télévision, de faire de la reconnaissance faciale et de l'analyse faciale, donc comme ce qui a été fait sur le bot Twitter. On peut faire également de la comparaison entre deux visages au sein de deux photos. Donc là, je vous montrerai après un exemple. On peut faire de l'OCR avec détecter du texte dans une image, la reconnaissance de célébrités, ainsi que de la modération de contenu. Donc ce service est disponible pour des images, mais on a également Recognition qui fonctionne avec des vidéos. Donc on va retrouver à peu près les mêmes features autour de la détection d'objets, autour de la reconnaissance de célébrités, de la reconnaissance faciale. Sauf qu'on aura la possibilité aussi de faire du tracking potentiellement de personnes, de suivre des personnes dans une vidéo. Je pourrais vous montrer après un second exemple. Donc là, c'était les différents services autour de la vision. Et on a également des services API autour du langage. Donc ces services, on en a 5 aujourd'hui. Il y a un service qui s'appelle Amazon Polly, donc qui permet de faire typiquement du text-to-speech. On a un service qui s'appelle Transcribe. Donc Transcribe, c'est un service qui va permettre, lui, de faire du speech-to-text. Un service qui s'appelle Amazon Translate pour faire de la traduction temps réel. Un service qui s'appelle Comprehend, qui, lui, sera plus utilisé pour extraire de l'information en fait, de texte. Et Amazon Lex, qui est utilisé pour faire en fait, des chatbots principalement. Alors, je voulais parcourir ces différents services à travers des retours clients. On a notamment Duolingo, qui est une société qui crée une application qui permet en fait, à des personnes d'apprendre une nouvelle langue. Et Duolingo avait le besoin de mettre à disposition de ses utilisateurs finaux une solution de text-to-speech qui soit fonctionnelle. Et donc, ils ont fait de l'A/B testing avec plusieurs solutions, notamment Polly. Et derrière, le ROI qui a été mesuré était le meilleur ROI mesuré, en fait, c'était celui généré par Amazon Polly. Donc, ils ont décidé d'utiliser Amazon Polly sur l'application Duolingo pour générer certaines langues. Donc, c'est vraiment un exemple d'utilisation de Polly at scale. Polly, aujourd'hui, supporte plus de 25 langues avec une cinquantaine de voix différentes. Et on va avoir des voix masculines, des voix féminines. On a la possibilité avec Polly de faire du chuchotement, de potentiellement faire crier la voix. On peut également aussi jouer sur le ratio de la vitesse en fait, auquel Polly parle.
Donc il y a la possibilité de contrôler de façon assez précise comment Polly va parler. On a également une société qui s'appelle RingDNA. Donc RingDNA, c'est une plateforme end-to-end qui est mise à la disposition des équipes commerciales d'une société pour directement enregistrer les conversations en fait, que les commerciaux vont avoir. Oh. Désolé, j'ai pas fait mes mises à jour. Hop. Donc je disais que RingDNA, c'est une solution qui va permettre en fait, aux commerciaux d'enregistrer toutes les conversations qu'ils vont avoir avec leurs clients. Et ils avaient besoin en fait, d'une solution pour transcrire tous ces fichiers audio en fichiers texte pour en extraire de l'information. Donc ils ont utilisé la solution qui s'appelle Amazon Transcribe, qui permet en fait, à partir d'un fichier audio, de reconnaître différentes langues. Aujourd'hui, on supporte l'anglais et l'espagnol. On va bientôt supporter le français. Et l'intérêt de Transcribe, c'est que derrière, on peut générer des textes avec de la ponctuation et également du timestamping pour après directement faire de l'intégration de sous-titres à partir de fichiers audio. On est sur des technologies de deep learning qui sont entraînées pour supporter des qualités téléphoniques qui sont généralement de moins bonne qualité. Et on aura bientôt la possibilité de reconnaître plusieurs speakers dans un fichier audio et également de rajouter ce qu'on appelle du custom vocabulary. Donc c'est du vocabulaire je dirais, si le vocabulaire n'est pas présent dans la langue, on a la possibilité de rajouter des mots spécifiques pour Amazon Transcribe. On a également la société Hotel.com, qui est une société qui fait partie du groupe Expedia et qui gère à peu près 90 websites qui sont répartis partout dans le monde. Et ces différents sites vont générer plus de 25 millions de customer reviews en différentes langues. Et donc Hotel.com avait le besoin d'extraire de l'information de ces reviews. Et pour extraire de l'information, ils avaient besoin derrière de transcrire et de traduire en fait ces différentes reviews pour après potentiellement générer des recommandations en fonction des reviews des différents clients. Donc pour ce faire, ils ont utilisé la solution Amazon Translate qui leur a permis de faire de la traduction de leurs différentes reviews avec aujourd'hui 6 paires de langues. Donc il y a l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le chinois et l'arabe qui sont supportés avec Amazon Translate. Et un dernier cas client qui est intéressant sur l'utilisation de Comprehend, c'est la société Clearview Social qui est une société en fait, qui permet aux équipes d'une société de faire des posts sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn, en un seul clic. Et derrière, ils vont générer une analyse sur le ROI de ces posts. Donc cette analyse, elle se basait sur des modèles qui étaient développés par Clearview Social, mais ils avaient en fait un besoin d'extraire de l'information de ces posts, donc de faire du tagging sur ces posts, qui initialement était fait manuellement, mais cette action manuelle amenait en fait à avoir des analyses qui étaient peu pertinentes. Et donc ils ont utilisé la solution Comprehend pour notamment générer les phrases clés d'un post pour ensuite générer une analyse qui soit plus pertinente et fournir un bon ROI des différents posts qui étaient faits sur les réseaux sociaux. Donc Comprehend, c'est une application, un service clé en main qui va permettre de reconnaître les entités dans un texte, donc à savoir s'il y a des personnes, s'il y a des lieux, s'il y a des dates. Il a la possibilité d'extraire les phrases clés d'un texte, de reconnaître la langue utilisée et également de faire de l'analyse de sentiments, donc à savoir si un texte est positif, négatif ou neutre. Et quand on a plusieurs textes, en fait, on a la possibilité avec Comprehend de faire ce qu'on appelle du topic modeling, où on va avoir la possibilité d'envoyer plusieurs documents à Comprehend et lui va pouvoir classer ces différents documents en fonction des topics qu'il pourra générer à partir des documents. Donc typiquement, si on a plusieurs documents qui vont traiter de la santé, qui vont traiter de l'environnement, derrière Comprehend va pouvoir les classer en fonction de ces topics. À titre d'exemple, j'avais testé avec 300 documents Comprehend qui fonctionnent en anglais et derrière ça peut prendre un peu de temps. Ça a pris 45 minutes pour faire ce topic modeling sur ces 300 documents qui faisaient 1 mégabyte chacun.
Derrière, j'en ai eu pour 2 $ à peu près sur cette utilisation. Donc encore une fois, ce sont des technologies derrière qui sont entraînées par AWS, et donc ça peut être intéressant de tester si ces systèmes, si ces services API peuvent directement vous fournir de la valeur sur vos données. Et on a un service qui s'appelle Amazon Lex qui permet, lui, de créer des chatbots, donc qui comprend une brique ASR pour Automatic Speech Recognition, donc c'est typiquement la possibilité de faire du speech to text. Et ensuite, il y a une brique de NLP pour Natural Language Processing qui va comprendre en fait le texte, donc c'est similaire à Comprehend. Et dans Amazon Lex, on a juste besoin en fait de définir des intentions, donc ça va être les intentions du chatbot. Et nous, on va continuellement mettre à jour la partie ASR et la partie NLP pour la rendre de plus en plus efficace. Donc là, c'était une overview des différents services disponibles sur API au sein de la stack, AIML sur AWS. Et là, en fait, je voulais vous faire une démonstration de comment intégrer ces services avec une approche Data Lake sur AWS. Donc je vais refaire une démo. Et en fait, cette démo, elle est inspirée d'une solution qui a été réalisée il y a 2 semaines par les équipes Solution Builders aux États-Unis. Et en fait, cette solution, elle va permettre d'uploader des fichiers audio, des fichiers vidéo ou des images via une interface web qui a été développée en React et qui utilise la librairie AWS Amplify, qui est une librairie en JS qui permet d'interagir avec les différents composants fournis par la plateforme AWS. Et donc, on va avoir une authentification sur la plateforme web via le service Amazon Cognito. Et derrière, on va pouvoir uploader ces différents fichiers directement sur S3, donc qui ici sera la partie Data Lake. Et dès qu'un fichier va être ajouté sur S3, ça va déclencher automatiquement en fait une fonction lambda qui va après rentrer dans une machine à état qui s'appelle sur AWS une step function. Et donc dans cette machine à état, on va vérifier si c'est une image, on va faire tel traitement. Si c'est un fichier vidéo, on va faire tel traitement. Et si c'est un fichier audio, on va faire tel traitement. Et derrière, on va appeler tous les services API, donc Recognition Image, Vidéo, Amazon Transcribe, Amazon Comprehend. Et toutes les informations que ces services vont faire redescendre, elles vont être directement importées dans un cluster Elasticsearch et après seront mises à disposition des utilisateurs via une API avec API Gateway et Lambda qui est plugué directement dessus. Donc là, c'est l'idée derrière cette solution, c'est que du coup, on a un template CloudFormation en fait qui va créer cette stack dans votre environnement et vous avez la possibilité après juste d'uploader des fichiers et de voir ce que les services peuvent vous rendre comme information en temps réel sur les données. Donc là, si je montre une petite démo, alors non, c'est pas celle-ci. Donc du coup, en fait, quand on arrive sur l'interface web, on va avoir la solution Media Analysis Demo où on a la possibilité d'uploader des fichiers et de parcourir les fichiers qui ont été uploadés. Donc là, je vais vous montrer différents fichiers qui ont déjà été uploadés. Donc si je prends la photo notamment de Jeff Bezos, dites-moi si, je vais peut-être zoomer un peu si personne ne voit. Donc là, normalement, c'est bon. Derrière, en fait, on a appelé le service Recognition Image qui a généré en fait différents labels. Donc, il a envoyé des labels avec des valeurs, notamment en disant qu'il a détecté avec 99% de chance qu'il y avait un humain, qu'il y avait une personne, 66% que c'était un homme. Et donc derrière, le service Recognition va renvoyer des labels. Et ces labels sont constamment mis à jour par AWS en fonction des demandes faites par les utilisateurs. Donc c'est pour ça que c'est également très intéressant d'avoir votre retour, parce que derrière, les services vont être façonnés en fonction des retours des utilisateurs et de la façon dont ils veulent l'utiliser. Donc on a aussi la possibilité de voir en termes d'attributs sur le visage ce que le service Recognition a remonté. Donc si on prend les services de Smile par exemple, on voit qu'à 98%, il est en train de sourire. Si je clique sur Homme, on voit au-dessus du carré rouge qu'à 99%, c'est un homme. À 99%, il a les yeux ouverts. À 99%, il est heureux. 13% calme. Et 0,7% confused. Donc là, c'est le type d'information qu'en live, on peut directement générer sur une photo qui a été uploadée sur la solution. Alors, il y a un onglet qui s'appelle Non-Face. Donc là, c'est typiquement avec Recognition, on peut créer ce qu'on appelle une collection dans laquelle on va stocker des photos de personnes qui ne sont pas des célébrités. Et derrière, Recognition, avec la fonctionnalité de comparaison de visage, aura la possibilité de reconnaître ou pas cette personne. Je pourrais vous montrer après avec une photo spécifique. Et donc en termes de célébrité, il détecte qu'à 100%, oui, c'est Jeff Bezos. Donc si je montre
comment ça fonctionne avec une autre image. Donc je reprends cette image qui marche plutôt bien. Donc là, en termes de labels, on va avoir plus de labels puisque derrière l'image est un peu plus fournie. On va avoir 76% que c'est une classe, 76% qu'on est à l'intérieur. Donc là, 74% que c'est à l'école. Donc là, bon, c'est pas à l'école. Mais 55% derrière qu'il y a un docteur. Donc, je ne sais pas où il l'a trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la fonctionnalité de reconnaissance faciale, ici, on peut cliquer, encore une fois, sur la partie Smile. Et donc, sur chaque visage, on va voir que les personnes qui sont en train de sourire. On voit ici qu'il y a une personne qui n'est pas en train de sourire. Donc, si après, on choisit, par exemple, de détecter tous les hommes de cette photo, on va voir qu'il y a une seule personne qui, ici, est une femme. Donc, on peut détecter aussi les femmes sur cette photo. Donc là, il y a une fille qui a été détectée directement dans l'image. Et on peut utiliser, notamment aussi, regarder les personnes qui sont confused. Donc on peut voir la personne qui tient le pistolet à l'air confused. Et en termes de célébrité, là, potentiellement, après, le service recognition va essayer de déterminer s'il peut voir des célébrités dans cette image. Là, il a déterminé qu'une personne ressemblait à Jakub Geros, donc je ne connais pas cette personne. Mais c'est intéressant de voir ce qui est possible de faire avec ce type de service. Donc là, on peut aussi cliquer sur tous les visages. Et donc là, il a la possibilité, encore une fois, de détecter en temps réel tous les visages de la photo. Donc là, je peux vous montrer également ce que ça fait avec une vidéo. Donc là, j'ai une vidéo que j'ai uploadée de Werner qui discute avec Jeff Bezos. Donc je vais essayer de la lire et de traquer en fait en temps réel les célébrités. Absolutely. So 70-30, one thing that within AWS we've always seen is that we flip the 70-30 around que derrière, on traque Werner Vogel, parce qu'il a détecté qu'il y avait bien Werner Vogel sur cette vidéo. Absolutely. You look at the APIs, Et là, il a switché sur Jeff Bezos. Après, si on reload la vidéo, on peut traquer de la même façon les visages en temps réel. 70-30, one thing that within là, derrière, en fait, on a la possibilité, en temps réel, sur une vidéo, de voir les visages. Alors, quand on upload une vidéo sur cette solution, on a la possibilité aussi de générer en fait, les entités. Donc derrière, avec le service Comprehend, il a extrait en fait, des entités du texte qui a été généré à partir de l'audio. Donc là, il a détecté qu'il parlait à 57% de 70, one thing, two things, 8 of us. Donc là, ce sont des entités en anglais. Et le service Comprehend a également extrait en fait, des phrases clés, donc comme l'infrastructure, comme le client, le leadership. Donc là, ce sont tous des mots-clés qui ont été dits pendant cette conversation. Et on a une dernière fonctionnalité donc là, avec le service Transcribe, où derrière, il a transcrit l'audio en texte. Donc là, il y a quelques ajustements à faire sur la partie audio. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut directement, si on rejoue la boucle en rajoutant les captions, les sous-titres, en temps réel, on peut... Ah oui, il faut que je reload la vidéo, puisque mon player a un petit problème. En fait, si on joue la vidéo et qu'on rajoute directement les captions, on peut rajouter les sous-titres sur la vidéo. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation à terme de comment rajouter directement de la valeur en fait, dans des fichiers que vous pouvez uploader sur votre data lake. Alors si je vérifie juste le timing. Je peux vous faire une rapide démonstration en fait de si j'upload en fait. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé des collections sur Recognition. Donc c'est la possibilité d'uploader des fichiers avec de créer en fait des collections de photos. Et après, Recognition pourra se baser sur ces collections pour faire des comparaisons de visages. Donc là, je vais uploader une photo de. Donc là, je vais uploader une photo de moi. Du coup, j'upload cette photo en fait dans le service collection. Et donc là, si j'upload une autre photo qui est celle-ci différente, donc je vais prendre par exemple celle-ci. Derrière, on va faire une analyse. Donc là, si je rentre un peu plus dans le détail, donc là, je peux vous montrer sur le compte AWS comment ça fonctionne. Ah, multifactor authentication.
Pas bon mot de passe. Donc là, j'ai uploadé en fait une photo directement sur le service et je peux vous montrer en termes de step function, donc la machine à état, à quoi ça correspond. Donc là, j'ai eu l'exécution via... Alors la machine à état, en fait, ça correspond... Hop là. À ce type de solution où, en gros, quand on upload le fichier, il va détecter, OK, si c'est une image, derrière, il va nous faire rentrer dans différents états et appeler en fait les différents services. Donc là, vu que j'ai uploadé une image, il est passé sur la partie EasyImage. Il a vérifié si c'était de l'audio. Donc là, non, c'est pas de l'audio, donc il va pas parcourir les différents états pour l'audio. Et de la même façon pour la vidéo, là, on a un traitement plus complexe. Il va pas l'exécuter parce qu'il a détecté que c'était uniquement une image. Donc là, si je regarde le résultat, logiquement, en termes de labels et d'attributs, donc là, de la même façon, on peut déterminer sur chaque image si, notamment, là, 98% je souris, 99% j'ai des lunettes. Je ne suis pas détecté comme étant une célébrité. Et logiquement, sur la partie non-face, donc là, vu que j'ai ajouté en fait mon image tout à l'heure, si je clique dessus, à 99,139%, il a pu comparer avec la nouvelle collection que j'avais créée et comparer que c'était bien moi sur cette photo. Donc ça, c'était un exemple en fait de comment utiliser derrière des services API directement disponibles sur AWS et comment les intégrer avec votre data lake. Donc là, je voulais maintenant donner la parole à Nicolas, donc, qui est CTO de la société FinAvenue, qui va vous faire part en fait de son retour d'expérience sur la plateforme AWS. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marc, je suis donc CTO chez FinAvenue, qui est une société où j'ai commencé début 2017 sur une page blanche. Donc, j'ai eu la responsabilité de faire les choix de où est-ce que j'allais héberger mon infrastructure, les choix d'architecture, de conception, de développement, de stratégie de test, de déploiement et d'automatisation de tout ce petit monde afin de me concentrer sur le développement du métier et non de la tuyauterie. Voilà, si vous voulez mes détails pour après me recontacter. FinAvenue, c'est une start-up, donc, démarrée en 2017, qui est dans le domaine de la finance, qu'on appelle aussi FinTech. Et nous, particulièrement, on va s'intéresser à aider les sociétés pour gérer leur trésorerie excédentaire. Alors, comment ça se passe traditionnellement ? Pour une société, pour un directeur financier ou un PDG, pour investir sa trésorerie excédentaire, eh bien, une banque, il va contacter ces différentes banques. Une première banque va venir le lundi pour lui montrer les différents fonds qu'il va lui proposer, qui vont être en fait des PDF imprimés. Le mardi, une deuxième banque va passer. Le jeudi, encore une autre. Et à chaque fois, il va y avoir des PDF imprimés avec des formats totalement différents, qui vont donc lui prendre énormément de temps et qui va être très difficile de comparer afin de prendre une bonne décision. Donc c'est un peu comme si, quand vous voulez prendre un vol Paris-Toulouse, vous allez demander à Air France de venir vous proposer les prix qu'ils ont, puis à Ryanair, puis à EasyJet, tout ça sur la semaine pour finalement prendre la décision à la fin. Donc nous, en fait, notre approche, ça a été de se dire que ce que vous allez faire, c'est pas ça, c'est que vous allez plutôt aller sur un kayak, sur un Opodo, un GoVoyage, qui va donc référencer l'ensemble des compagnies aériennes afin d'avoir directement le meilleur prix et de faire votre choix. Nous, c'est un peu pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer plus de 5500 fonds qui émanent de 300 sociétés de gestion. On va, par un format pivot, les rendre comparables, les rendre filtrables, et avec plusieurs algorithmes définis avec un expert du domaine, on va ensuite les ranker pour pouvoir avoir en fait un score sur ces fonds afin de les trier et directement de fournir à l'utilisateur les meilleurs fonds qui correspondent également à ces critères. Donc, quand j'ai commencé sur cette page blanche début 2017, je connaissais un peu AWS, je n'étais pas expert, et je connaissais notamment Elastic Beanstalk. Et j'ai choisi cette approche-là dans un premier temps. Donc, ça m'a permis d'avoir directement avec Elastic Beanstalk un load balancer devant, sur lequel j'ai pu très facilement, avec Certificate Manager, mettre mon certificat HTTPS, et avoir derrière une machine EC2 qui pouvait se multiplier en cas de besoin,
et donc d'avoir une architecture qui tenait la route d'entrée. Et derrière, on a utilisé une base de données relationnelle, RDS, donc Relational Database Service. Et on est parti avec ça. Et en plus, l'avantage d'Elastic Beanstalk pour nous, c'était que toutes les CI/CD, donc les intégrations continues et delivery continue as a service, géraient très bien le fait de déployer son code après un push sur les serveurs. Donc on a pu comme ça directement se concentrer sur le code métier. Et à chaque fois qu'on avait une nouvelle feature à faire, on allait se poser la question de quel est le service AWS qui va nous faciliter la vie et donc accélérer les développements. Et finalement, au fil du temps, après 1 an et demi, maintenant on utilise près d'une vingtaine de services AWS. Donc ça va de ceux que je vous ai cités à S3, donc du stockage objet qui va nous permettre de stocker les documents issus des fonds qu'on doit garder contractuellement. À aussi, par exemple, Lambda qu'on a utilisé pour différents besoins et notamment pour développer une skill Alexa qui avait totalement du sens pour nous. Ça allait permettre en fait d'avoir donc cette interface voix en plus de l'interface graphique pour que lors d'une réunion, on puisse directement poser la question à une Amazon Echo plutôt que de se le noter sur un papier et de répondre à la question par mail plus tard. On a également utilisé donc SageMaker, donc vous avez peut-être suivi les sessions. Donc là, l'objectif pour nous, c'était d'essayer de ranker nos fonds différemment, d'essayer de rentrer de l'utilisateur dans la boucle pour avoir quelque chose qui corresponde mieux aux besoins de l'utilisateur. Donc sur cette partie-là, on est encore en cours de développement. On n'a pas encore trouvé la boule de cristal pour trouver le meilleur fond qui correspondra à tout le monde. On a également utilisé plus récemment AWS Translate et AWS Comprehend, qui sont donc le sujet de la journée, de la session, et dont je vais vous parler plus précisément ici sur un cas d'usage, qui est l'analyse de Sales Report. Donc, à FinAvenue, on a des vendeurs qui vont aller démarcher nos clients, comme dans beaucoup de métiers. Ces vendeurs, donc, ils sont là à la fois pour de l'onboarding. C'est assez rare qu'un directeur financier tape sur Google comment investir sa trésorerie excédentaire pour les nuls. Et un autre besoin pour nos vendeurs, c'est de faire du suivi de nos clients afin de leur apporter du conseil, parce qu'on ne peut pas dire comme Nabila, le Bitcoin, c'est la monnaie du futur. Sinon, il y a l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui nous tombe dessus. Donc voilà, donc on va avoir ce suivi auprès des clients par les vendeurs qui, le retour qu'on va avoir, ça va être un email, un sales report. Et cet email, il va contenir de l'information très importante pour nous, qui a beaucoup de valeur. Par exemple, un vendeur pourra relater que le client n'est pas désireux d'investir en Chine, qu'il est intéressé par des produits à court terme et pas à long terme, voilà, etc. Et donc l'objectif, ça va être ici d'analyser ce texte libre dans des emails afin d'aller le formaliser, le faire rentrer dans un modèle qu'on va pouvoir ensuite réinjecter dans notre plateforme. Et un autre intérêt, c'était de pouvoir utiliser ces sales reports pour avoir un contexte plus important au niveau du client, qu'il soit facile à un vendeur de réutiliser avant de retourner à une entrevue, plutôt que d'aller dépiler tous ces mails qu'il a pu envoyer au fur et à mesure du temps. Donc, quand on veut analyser du texte libre, on rentre dans le domaine, comme l'a dit Marc tout à l'heure, du NLP, du Natural Language Processing. Et dans ce cadre-là, nous, les besoins que nous avions, c'était d'une part de détecter des entités, ce que c'est faire AWS Comprehend. Seulement, nous avions en plus des entités classiques comme détecter des personnes, détecter des dates, détecter des endroits, des locations. Il y avait aussi pour nous des besoins de détecter des catégories métiers, typiquement une classe d'actifs. Aller détecter que la personne désire investir dans un fonds monétaire, dans une obligation, et pas dans des actions. Et cette partie-là, par contre, on n'a pas réussi à trouver chez AWS Comprehend, mais on ne l'a pas trouvé non plus chez les autres, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit Oracle, que ce soit IBM. On n'a pas trouvé ces entités custom, ni la manière de pré-entraîner des modèles sur ces entités custom. Donc sur cette partie-là, on savait qu'on devait aller sur des modules plus bas niveau. En Python, en général, c'est là qu'on a trouvé le plus de librairies, afin de pouvoir pré-entraîner un modèle qui serait capable de détecter, par exemple, des catégories d'actifs. Un autre intérêt, c'était de savoir si l'utilisateur était intéressé ou non par cette entité, ce qu'on appelle donc dans le NLP le sentiment. Et donc ça, après, AWS Comprehend s'intéresse à analyser le sentiment d'un texte complet. Nous, ce qu'on désirait, c'était être un petit peu plus chirurgical afin de savoir le sentiment lié à l'entité. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a découpé le texte en phrases
pour pouvoir avoir le sentiment lié à une phrase qui était donc beaucoup plus proche de l'entité. Un autre besoin, c'était d'avoir nos vendeurs, ils communiquent en français avec leurs clients et ils vont écrire leur rapport en français. Et le français n'est pas géré par AWS Comprehend, mais c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'utiliser AWS Translate pour basculer sur de l'anglais. Et l'autre intérêt pour nous d'AWS Translate, c'était comme toute startup, on a envie de s'étendre à l'étranger assez vite si possible, et donc de gérer des langues supplémentaires. Et un dernier point, c'est qu'on est une startup, on a des ressources limitées. Je ne peux pas rester 3-4 mois à faire une étude pour finalement aboutir par un « ça ne sert à rien d'y aller ». Donc il fallait qu'on puisse tester vite pour définir si on investissait plus dans la solution ou non. Et dans ce cadre-là, voici l'architecture que nous avons mis en place dans le cadre de ce cas d'étude pour voir si on allait plus loin. Donc concrètement, un sale va envoyer son mail qui va être récupéré par SES, donc qui est le service de mail, Simple Email Service, donc qui est le service de mail transactionnel d'Amazon. Celui-ci, avec un config rule, on va aller le rebalancer sur Lambda. Et Lambda va appeler AWS Batch pour exécuter notre code Python. Alors on aurait pu potentiellement directement le faire sur Lambda, mais vu qu'on voulait à la fois entraîner des modèles et les exécuter et qu'on voulait faire ça vite, on a mis tout ça sur le même code Python concrètement, et le déployer dans Lambda, ça a amené des librairies très lourdes en termes de machine learning, et donc ce n'était pas adéquat. Donc on a utilisé AWS Batch qu'on avait déjà utilisé pour d'autres besoins, pour lesquels on avait tous les automatismes de déploiement, de configuration. Et donc, cette lambda va envoyer le mail dans une file de job à AWS Batch. AWS Batch, lui, son rôle, ça va être de prendre la file de job et d'aller déployer le code qui est containerisé, je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris, sur ECS, qui est donc Elastic Container Service, et donc AWS Batch va avoir le rôle, et ECS surtout, d'aller scaler le nombre de containers en cas de besoin selon la file d'entrée. Et donc, ce code Python, qu'est-ce qu'il va faire? En premier lieu, on va détecter la langue. Si on est déjà en anglais, on est déjà en anglais. Ensuite, si donc on est en français, ce qui sera pour nous le cas, on va aller demander à AWS Translate de traduire ce texte. Puis, pour chacune des phrases, on va utiliser notre modèle pré-entraîné en Python pour aller détecter des entités générales et connues, et gérées par AWS Comprehend, mais également des entités custom, comme mes fameuses catégories d'actifs. Et ensuite, pour chacune de ces phrases, on va aller demander à AWS Comprehend de nous donner le sentiment lié à la phrase. Derrière, on va ressortir donc avec du texte analysé qui va contenir des entités et un sentiment qu'on va pouvoir faire, donc on va faire ressortir par une file de messages. Alors pourquoi une file de messages? Donc là, d'ailleurs, c'est SQS qui est le Simple Queue Service, qui est le premier service développé par Amazon. Alors pourquoi une file de messages? Parce qu'en entrée d'AWS Batch, nous avions une file de job, donc c'était assez logique de ressortir par une file de messages et ça permettait de découpler complètement la partie NLP de la partie plus utilisation de la sortie du NLP, la partie métier, qui est sur un service EC2. Donc dans le but de séparer les responsabilités des deux blocs. Et donc, par des règles métiers ensuite, on va aller sauvegarder nos informations sur notre client dans notre base relationnelle afin de pouvoir faire intervenir ces nouvelles informations à différents niveaux, soit pour filtrer des fonds, soit pour pondérer le ranking des fonds qu'on va retourner à l'utilisateur, pour lui fournir quelque chose qui va être plus proche de ses attentes. Donc pour la démo, j'ai qu'un exemple à vous montrer ici. Donc l'exemple, en haut, on a du texte en français, qui est donc extrait de Sales Report. Typiquement, voilà, il aimerait n'investir qu'en Europe. Je lui ai proposé divers fonds, mais il ne semble pas vouloir investir en Chine, etc. Et en dessous, donc, un peu brut de décoffrage, j'ai la sortie du JSON qui correspond à la sortie du bloc NLP, où ici, donc, on va retrouver à chaque fois la phrase traduite par AWS Translate, le texte détecté par rapport à son entité, donc Europe, qui est une location. En dessous, si on va en dessous, on a donc China, qui est GPE, donc c'est Geopolitical Entity. Donc nous, on a regroupé, parce que location ou GPE, pour nous, c'est la même chose. Ça va nous intéresser sur quel est le focus géographique de la personne. Et on va avoir, donc là, il y a marqué Polarity, avec neg pour négatif, NEU neutre, positif ou mixte. On va avoir des informations sur le sentiment.
Et après, nous, on a eu à choisir un peu, parce qu'on n'est pas aussi, comment dire, tranché que quelqu'un qui aime un film ou qui ne l'aime pas. Donc nous, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur la première phrase, dès qu'on va avoir, enfin, si on n'a pas de négatif, on va considérer que c'est positif. Et sur les tests qu'on a pu faire, nous, ça matchait assez bien. Donc typiquement, la Chine, la phrase est légèrement négative, puisque il ne semble pas vouloir. Mais nous, donc, on va considérer potentiellement que c'est négatif pour pondérer l'algorithme, pas forcément filtrer complètement la Chine, mais au moins la pondérer sur les retours des fonds qu'on affichera. Et à droite, donc, c'est la partie, donc, à cette classe, ça veut dire catégorie d'actifs, qui va donc être le modèle pré-entraîné que nous avons utilisé afin de détecter nos entités custom. Typiquement, il a détecté money, donc la personne désire investir dans des fonds monétaires. Il est détecté en dessous aussi sur la même phrase bonds, donc qui sont des obligations. Et donc là, on est complètement neutre sur la phrase. Mais nous, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas négatif, c'est que c'est positif. Donc on va prendre ça en compte pour effectivement garder ces obligations et ces fonds monétaires dans la plateforme. Pour conclure, donc, cette approche qu'on a pu avoir combinée entre des modules bas niveau et des services managés que sont AWS Comprehend et AWS Translate, ça nous a permis à la fois d'aller vite et d'avoir de la flexibilité pour quand même pouvoir correspondre à notre cas métier que nous désirions valider. Et maintenant qu'on a pu le valider, on l'utilise déjà en interne pour nous, pour que nos vendeurs puissent aller chercher de l'information et qu'on puisse la consolider au niveau de notre plateforme afin de donner à l'utilisateur une expérience qui lui correspond mieux, qui est plus riche. Voilà, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter après et je redonne la parole à Marc. Merci Nicolas pour ce retour d'expérience. Alors pour terminer, pour clore cette session, je voulais juste vous montrer donc, des slides que vous avez dû certainement voir aujourd'hui, mais que AWS aujourd'hui, depuis décembre 2017, a ouvert une région en France. Et donc cette région, c'est un cluster de 3 data centers. Donc ce sont 3 zones de disponibilité sur lesquelles vous pouvez créer vos applications pour après avoir justement de la résilience au sein de votre application. Et nous, on va certifier que quand vous stockez des données dans une région, elles ne seront jamais amenées à sortir, à quitter cette région, sauf si vous décidez en fait de déplacer ces données. Et d'un point de vue GDPR, donc, ou RGPD, tous les services AWS qui sont sur la région AWS Paris et les autres régions AWS, d'ailleurs toutes les autres régions AWS, sont GDPR compliant. Et en termes d'événements, on va avoir des événements qui vont arriver dans les mois à venir, notamment à Station F, avec un Dev Day. Donc là, c'est vraiment pour les développeurs. On va parcourir tous les services autour du DevOps sur AWS. Et on va avoir également un Startup Day, donc le 4 octobre. Donc là, ce sera à Station F, où on va faire un meeting avec énormément de startups. Et donc, il y aura la possibilité de partager des retours d'expérience des différentes startups avec des tracks techniques et des tracks business. Donc je voulais vous remercier d'avoir assisté à cette dernière breakout session sur la track intelligence artificielle. Et je vous ai mis les 2 liens des 2 projets que je vous ai montrés en démo. Donc le premier, le Twitter Bot, donc qui est un projet fait par notre évangéliste Randall Hunt. Et le second, qui est un projet sur AWS Labs. Donc vous pouvez récupérer directement le code source sur ces 2 repos GitHub. Et donc si vous souhaitez après discuter, on est disponible avec Nicolas pour discuter en one-to-one. Et je vous invite à aller à la dernière keynote de clôture dans le grand amphithéâtre. Voilà, merci à vous.